Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent soufflait fort ce soir-là, comme s'il portait en lui la tempête intérieure d'Emily, une colère que rien ne pouvait plus contenir. Il hurlait à travers les interstices des fenêtres, faisait trembler les volets, cognait contre les murs comme pour les avertir qu'un monde s'écroulait ici. La pluie battait rageusement contre les vitres, en cadence, comme des poings frappant la maison. Chaque goutte semblait pleurer à sa place, hurler sa douleur silencieuse. Dans la chambre conjugale, un chaos organisé régnait. La grande valise en cuir trônait au milieu du lit, entr'ouverte comme une plaie béante. Des vêtements étaient éparpillés partout, des chemisiers froissés, des jeans jetés avec violence, des sous-vêtements lancés sans ménagement. On aurait dit qu'elle vidait sa vie, pièce par pièce, souvenir par souvenir. Chaque vêtement qu'Emily attrapait et lançait dans la valise était chargé de souvenirs devenus amers, ce pull qu'elle portait lors de leur week-end dans les Adirondacks, cette robe qu'il avait complimentée le soir de leur 10e anniversaire de mariage, ce t-shirt qu'elle lui avait volé après une nuit d'amour. Tous ces objets qui portaient encore l'odeur de l'amour, désormais transformés en reliques d'un mensonge. Les larmes coulaient, chaudes, brûlantes, mais elle les essuyait rageusement. Elle ne voulait pas pleurer. Elle voulait fuir, disparaître, se libérer. Elle voulait être forte. Elle voulait s'arracher à lui, comme on s'arrache un parasite. Pas cette fois. Elle se le répétait. Pas cette fois. Elle avait tout encaissé. Les absences tardives sans explication. Les dîners froids qu'elle mangeait seule. Les sourires fugaces qu'il adressait à son téléphone en pleine soirée familiale. Elle avait même tenté de justifier l'injustifiable, de se dire que c'était le stress du travail, qu'il passait un mauvais moment. Mais ce matin-là, en voulant simplement brancher son téléphone pour l'aider avant qu'il parte, elle était tombée dessus. Un message non verrouillé. Un nom inconnu. Une phrase courte. Je t'attends ce soir, cœur rouge. 3 mots. Un petit cœur rouge. Et tout son monde s'était écroulé. Pas d'explication. Pas de doute non plus. Ce n'était pas un malentendu. C'était une trahison. Claire. Simple. Crue. Elle était restée figée de longues secondes en lisant le message. Elle s'était demandé si elle devait lui faire face. Lui hurler dessus. Pleurer. Casser quelque chose. Mais non. Elle s'était tue. Elle avait attendu qu'il parte. Et elle avait commencé à faire ses valises. Son cœur battait fort, plus fort que jamais. Il cognait dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Chaque battement était une phrase, « Tu mérites mieux. Tu ne peux plus rester. Tu dois partir. » Alors qu'elle refermait la valise d'un geste brusque, un craquement discret la fit sursauter. Elle se retourna, les yeux rougis par la colère et les pleurs, prête à affronter James s'il osait franchir cette porte. Mais ce n'était pas lui. C'était Ethan, leur petit garçon, 6 ans à peine, encore tout endormi, ses cheveux en bataille, tenant son doudou contre sa poitrine. Il portait son pyjama à motif de dinosaure, les yeux à demi ouverts, frottant l'un d'eux avec le poing. « Maman, tu vas où ?» Sa voix était douce. Fragile. Comme une feuille d'automne prête à se briser sous le vent. Mais dans le cœur d'Emily, cette petite voix fut un coup de poignard. Elle sentit quelque chose s'effondrer en elle. Pas la colère. Mais une culpabilité terrible. Comment expliquer à son petit garçon que son papa avait trahi leur famille? Que tout ce qu'il croyait solide venait de se fissurer? Elle prit une grande inspiration, se forçant à sourire, même si son cœur était en morceaux. « Je pars un moment, mon trésor, » dit-elle en s'accroupissant devant lui. « Et papa? Il vient avec nous ?» Ces mots étaient comme un écho lointain de la famille qu'il formait encore hier. Un rappel cruel de cette bulle qui venait d'éclater. Emily sentit un frisson glacial parcourir son dos. Sa gorge se serra. Elle posa doucement ses mains sur ses petites épaules. « Papa a besoin de réfléchir un peu. Et maman aussi. Mais je te promets une chose, Ethan, je serai toujours là pour toi. Toujours. » Il ne répondit pas. Il baissa les yeux vers son doudou. Il comprenait, à sa manière.
Puis soudain, le téléphone vibra sur la table de chevet. Un bruit sec. Brutal. Comme un signal d'alarme. Émilie se releva, chancelante. Le monde semblait ralentir autour d'elle. Elle tendit la main, attrapa l'appareil, déverrouilla l'écran. Un SMS. Madame Carter, c'est l'hôpital de Westlake. Votre mari vient d'être admis en urgence. Accident de voiture. Son état est critique. Ses mains devinrent glacées. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle relut le message. Une fois. 2 fois. 3 fois. Mais les mots ne changeaient pas. James. Accident. Urgence. Critique. Les lettres dansaient devant ses yeux. Tout se brouillait. Elle se laissa tomber sur le bord du lit, incapable de respirer normalement. Sa poitrine se soulevait à peine. Son cœur battait à toute allure, mais pour une toute autre raison maintenant, la peur. Ethan s'approcha timidement. Il n'avait rien entendu, mais il avait vu le visage de sa mère se décomposer. « Maman » murmura-t-il, inquiet. Émilie le serra contre elle. Fort. Comme si elle avait peur qu'il disparaisse lui aussi. Son fils, son pilier, sa seule certitude dans un monde qui s'écroulait. La colère s'était tue. La douleur était encore là. Mais ce qui l'envahissait à présent, c'était l'angoisse. James, son mari, son traître, était peut-être en train de mourir. Et malgré tout ce qu'il avait fait, elle n'était pas prête à le perdre. Les néons froids de l'hôpital de Westlake donnaient à tout un aspect irréel, presque clinique au point de gommer toute trace d'humanité. Émilie se sentait étrangère à ce lieu, comme si elle y avait été projetée contre sa volonté, arrachée à sa propre vie pour atterrir dans un univers parallèle, un univers où tout avait basculé. Elle était assise sur un banc rigide, inconfortable, contre le mur du service des urgences. Le cuir craquelé du siège lui griffait les jambes à travers son jean. Elle tenait fermement la main d'Ethan, blotti contre elle, sa tête posée sur sa cuisse. Il ne disait rien. Il ne posait pas de questions. Mais elle sentait la peur dans sa petite paume moite. L'odeur âcre du désinfectant, omniprésente, lui tournait l'estomac. Mélangée à la tension, à l'anxiété et au goût métallique de la trahison encore vif sur sa langue, cette odeur la rendait nauséeuse. Elle n'avait pas mangé depuis le matin. Elle n'avait même pas pris le temps de se changer, elle portait encore ce vieux sweatshirt gris de l'université de Penn, taché à l'épaule par une larme séchée, froissée à force de l'avoir tiré dans tous les sens en jetant des vêtements dans la valise. Les minutes passaient lentement, distendues comme du chewing-gum collé au temps. Chaque fois que les portes automatiques s'ouvraient avec un chuintement, elle sursautait. Son cœur bondissait dans sa poitrine, comme si chaque pas de médecin dans le couloir pouvait annoncer la fin. Et puis, enfin, une femme en blouse blanche s'approcha. Elle était grande, les cheveux poivre et cils attachés en un chignon strict, des lunettes rectangulaires glissant légèrement sur son nez droit. Son badge indiquait « Dr Angela Brooks ». Une femme dans la cinquantaine, au regard aussi ferme que compatissant. « Vous êtes Emily Carter ?» Emily se leva d'un bond, trop brusquement. Elle sentit sa tête tourner un instant. « Oui », répondit-elle, la gorge nouée. « Comment va mon mari ?» Angela soupira légèrement. Un soupir professionnel, maîtrisé. Mais un soupir tout de même. Le genre de soupir qui ne présageait rien de bon. « Il est vivant », dit-elle enfin. Mais il a subi un traumatisme crânien important, plusieurs côtes cassées, une fracture du bassin, et il est dans le coma. Pour le moment. Nous l'avons stabilisé. Il est entre de bonnes mains. Émilie chancela légèrement. Elle s'accrocha au dossier de la chaise pour ne pas tomber. Sa bouche était sèche. Ses pensées s'embrouillaient. Un silence s'installa. Puis elle demanda, d'une voix faible. « Est-ce que je peux le voir ?» Angela hésita. Un instant. Et ce bref moment de silence fut comme un éclair de trop. « Un instant, » dit-elle. « Il y a une chose que je dois vous dire avant. » Émilie se crispa. Angela jeta un coup d'œil à Ethan, toujours silencieux, puis reprit d'un ton mesuré.
Votre mari a été retrouvé seul dans la voiture. Mais, sur le siège passager, nos équipes ont découvert un sac à main. Et d'après un témoin, une femme est sortie précipitamment du véhicule juste après l'accident. Elle a fui avant l'arrivée des secours. Emily sentit le goût amer de la trahison remonter dans sa gorge, plus âcre encore que l'odeur d'alcool médical qui saturait l'air. Elle n'avait pas besoin de plus de détails. Elle comprit immédiatement. Elle était avec lui, murmura-t-elle, les mâchoires serrées, le regard vide. Angela baissa les yeux, sans mots. Elle savait qu'aucune excuse, aucune explication médicale ne pourrait adoucir cela. Quelques heures plus tard. Emily se tenait dans la chambre 407, plongée dans une semi-obscurité, éclairée seulement par le clignotement régulier du moniteur cardiaque. Le bip-bip incessant était presque hypnotique. Un son monotone, mais qui prouvait qu'il était encore là. James Carter était allongé sur le lit, le visage tuméfié, une joue recouverte de pansements, des tubes courant sous son nez et le long de son bras. Des bleus violacés marquaient son torse sous la couverture fine. Il semblait petit. Fragile. Loin de l'homme sûr de lui qu'il avait été. Loin de celui qui avait su cacher si habilement ses secrets. Emily resta debout, les bras croisés, incapable de s'asseoir. Elle le regardait fixement, sans bouger, son regard mélange de fureur et de vide. Elle aurait voulu hurler, pleurer, le gifler. Elle aurait voulu le réveiller juste pour lui cracher sa douleur au visage. Elle aurait voulu lui demander « Pourquoi ? Mais à quoi bon ?» Il était inconscient. Et même s'il se réveillait, aurait-il seulement le courage de répondre honnêtement ? Et pourtant, face à ce corps abîmé, cette rage commençait doucement à se fissurer. Pas à disparaître, non. Mais à se mêler à autre chose, à une tristesse profonde, à une forme de deuil. Le deuil de ce qu'ils avaient été. Le deuil de l'homme qu'elle avait aimé, de l'avenir qu'elle avait imaginé. Claire Jensen, sa meilleure amie depuis l'université, arriva tôt avec un café à la main et un sac de vêtements propres. Claire était toujours comme ça, organisée, pragmatique, mais dotée d'un cœur immense. Emily la serra brièvement dans ses bras, mais ne parla pas. Elle était épuisée. « Tu n'es pas obligé de rester, Em », dit Claire doucement en lui tendant le gobelet. « Tu n'as rien à te reprocher. Tu peux partir. Tu peux guérir ailleurs. » Emily secoua la tête, le regard fixé sur la vitre de la chambre de James. « Et Ethan ?» murmura-t-elle. « Il mérite un père. Même un père imparfait. » Claire s'assit à côté d'elle. « Oui. Il mérite un père. Mais toi, tu mérites autre chose aussi. » Elle marqua une pause. La paix. Le respect. L'amour vrai. Tu ne peux pas te sacrifier éternellement pour un homme qui a cessé de se battre pour toi. Les mots résonnèrent profondément dans l'âme d'Emily. Ils tourbillonnaient dans sa tête comme une vérité qu'elle avait refusé d'admettre depuis trop longtemps. Elle regarda James à travers la vitre, inconscient, brisé. Et soudain, elle comprit. Elle avait peur de le perdre. Mais elle l'avait déjà perdu. 2 semaines plus tard, James se réveilla à l'hôpital. Ses yeux s'ouvrirent lentement, comme s'il traversait un épais brouillard. Le silence de la chambre était ponctué par le bip régulier du moniteur cardiaque. Il tenta de bouger, mais une douleur sourde irradia dans sa poitrine. « Monsieur Parker ? Vous m'entendez ? » dit doucement une infirmière en s'approchant. « Je vais appeler le médecin. Votre épouse est là aussi, elle attendait ce moment depuis des jours. » James cligna des yeux, incapable de parler. Des flashs lui revenaient, l'accident, la voiture, l'impact. Puis l'image d'Emily, furieuse, faisant ses valises, refusant de le regarder dans les yeux. La honte le submergea avant même que la douleur ne s'estompe. Quand le médecin confirma que James était hors de danger immédiat, il fut autorisé à recevoir une visite. La porte s'ouvrit. Emily entra. Elle portait un tailleur sobre, ses cheveux attachés en chignon, son visage maquillé avec soin, non par coquetterie, mais comme une armure. Elle se tenait droite, digne, forte. Son regard n'avait plus la chaleur d'avant, mais une clarté tranchante. Elle n'était plus la même femme. Quelque chose en elle s'était brisé, ou plutôt, quelque chose en elle avait changé.
James eut du mal à parler, la gorge nouée, les larmes déjà montées. Emily, je suis désolé. J'ai tout gâché. Il voulait lui tendre la main, mais il n'osa pas. Emily resta immobile. Elle le fixa longuement, silencieuse, comme si elle le redécouvrait sous un autre angle, pas comme son mari, mais comme un homme étranger, abîmé par ses choix. Oui, tu as tout gâché, dit-elle enfin. Mais pas seulement pour moi. Tu as aussi trahi ton fils. Ces mots frappèrent James plus fort que n'importe quel accident. Il ferma les yeux, tentant de contenir sa douleur. Son torse se souleva sous les sanglots. Je sais, je suis un monstre. Non. Les monstres ne ressentent rien. Toi, tu ressens. Tu regrettes. Mais le regret ne guérit pas les plaies qu'on laisse aux autres. James hocha lentement la tête, incapable de répondre. Tu as voulu tout avoir, James. Une femme fidèle, un fils qui t'admire, et une maîtresse pour flatter ton ego. Tu n'as pas choisi entre deux femmes, tu as choisi de ne respecter aucune. Elle s'approcha un peu. Son regard était dur, mais pas cruel. Je ne suis pas là pour te punir, James. Mais je ne suis plus là pour te sauver non plus. Un silence pesant tomba. James se mit à pleurer, cette fois sans retenue. Il aurait préféré qu'elle le frappe, qu'elle hurle, qu'elle l'insulte. Mais elle ne le fit pas. C'était pire. Elle était au-dessus de tout ça. Emily reprit calmement. Tu veux savoir ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines pendant que tu dormais? J'ai vu un avocat. J'ai vendu la voiture. J'ai inscrit Ethan à un programme de soutien psychologique. Il pense que tu es en voyage. Je lui dirai la vérité quand je sentirai qu'il est prêt à l'entendre. Et moi aussi. James murmura, brisé. Je t'aime, Emily. Malgré tout, je t'aime. Je le sais. Mais l'amour ne suffit pas. Pas quand il est mêlé au mensonge. Elle le regarda une dernière fois, puis ajouta. Repose-toi. Tu vas avoir besoin de force, pour devenir un autre homme. Pas pour moi. Pas pour nous. Pour toi-même. Elle fit demi-tour, et sortit de la chambre sans se retourner. James resta seul. Les larmes coulaient encore. Mais dans ce vide nouveau, un espace s'ouvrit pour la vérité. Et peut-être, un jour, pour la rédemption. 6 mois plus tard, Emily avait refait sa vie, doucement, loin du tumulte de son ancienne existence. Elle s'était installée dans une petite maison en bois, à la lisière d'un village tranquille, à 1 heure de la ville. Une haie de lavande bordait l'allée, et chaque matin, en ouvrant les volets, elle respirait le silence. Ce silence qu'elle avait autrefois craint, et qu'elle avait désormais apprivoisé. Elle enseignait la littérature dans un collège local. Ses élèves l'adoraient. Elle leur parlait de liberté à travers les mots de Toni Morrison, de résilience avec les poèmes de Maya Angelou. Elle leur parlait d'héroïnes blessées, mais jamais brisées. En vérité, chaque cours qu'elle donnait était aussi une lettre qu'elle s'écrivait à elle-même. Ethan, son fils de 8 ans, s'était lui aussi adapté. Il avait retrouvé le sommeil. Son regard était redevenu vif. Il parlait souvent de l'école, de ses copains, des petites choses de la vie que les enfants racontent quand ils sentent que l'air est redevenu respirable. Emily avait fait de la maison un sanctuaire pour lui. Pour eux deux. Quant à James, il suivait une thérapie intensive dans un centre de rééducation spécialisé. Il lui écrivait parfois. Des messages sobres. Parfois douloureux. D'autres fois tendres, maladroits. Il racontait sa solitude, ses prises de conscience, ses regrets. Il disait avoir rompu tout contact avec l'autre femme, avoir quitté l'appartement en ville, avoir arrêté de boire. Emily lisait ses messages, mais ne répondait pas toujours. Elle ne savait pas encore ce qu'elle voulait faire de cette histoire brisée. Mais elle savait une chose, elle n'avait pas le droit de se trahir à nouveau. Elle n'avait pas fermé la porte. Pas totalement. Mais elle avait ouvert la sienne, sa propre porte, vers un chemin qu'elle n'avait jamais osé emprunter, celui de sa liberté. Celui de sa reconstruction. Elle apprenait à être seule sans être vide. Elle n'attendait plus d'être sauvée. Elle s'était choisie, enfin. Un soir d'été, alors que le soleil descendait lentement derrière les collines, elle était assise sur la terrasse.
Un livre entre les mains, une tasse de tisane au jasmin posée à côté d'elle. Le vent tiède faisait doucement danser ses cheveux. Ethan s'approcha, pieds nus, traînant sa couverture. « Maman, est-ce que tu es triste ?» demanda-t-il avec la candeur désarmante d'un enfant qui sait voir au-delà des sourires. Émilie posa son livre. Elle le regarda. Elle sentit une légère boule dans la gorge, mais cette fois, elle ne venait pas de la douleur. Elle venait de la paix. De cette paix étrange qu'on ressent lorsqu'on a enfin cessé de fuir. Elle sourit, et ce sourire n'était pas un masque. C'était une vérité. Non, mon cœur. Je suis en train de guérir. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, elle le pensait vraiment.